Le but de la chaîne est de parler de microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons d'un peu de tout. Aujourd'hui, on va vulgariser. On va tellement vulgariser que la plupart des infos que vous allez voir aujourd'hui, je vais pas utiliser de source. Oui, parce que la plupart des infos que je vais vous dire, on les trouve un peu partout. Parce que c'est un peu, la base de la microbiologie. Ou plutôt de la relation entre micro-organismes et environnement. Donc là, on va attaquer un gros morceau, qui est comment les micro-organismes interagissent avec leur environnement. Et ça va être un peu la grosse relâche. Partout où il y a de la vie, il y a des bactéries et des archées. Bien que ce soit des organismes microscopiques, leur activité, elle a une influence colossale sur les cycles géochimiques et les organismes de la Terre. Les organismes, ça c'est nous. Ils assurent entre autres le recyclage du carbone et d'autres éléments chimiques essentiels. Si ça vous parle pas, imaginez l'importance qu'a le microbiome sur la réduction des gaz à effet de serre, ou même sur leur production. On a une série sur les méthanogènes. Rien que ça, où on explique clairement qu'elles ont contribué à une extinction de masse. C'est pas rien une extinction de masse. Si les prokaryotes disparaissaient, il n'y aurait plus de cycle biogéochimique sur la Terre, et donc toute forme de vie s'arrêterait, ce qui n'est pas souhaitable, parce que ces petits bonhommes sont à la base de tout. Mais vraiment de tout. Mais quand on parle de l'environnement, de quoi on parle? L'environnement, c'est grand. C'est l'ensemble des facteurs physiques, chimiques et biologiques agissant sur un organisme vivant. N'importe quel habitat permettant la vie d'un organisme complexe est peuplé de microbes. Ça, on peut pas y couper. De nombreux habitats aux caractéristiques physico-chimiques extrêmes, qui ne sont pas souhaitables pour notre vie à nous, sont peuplés de micro-organismes de toutes sortes. Et à ce jour, on n'a retrouvé qu'un seul endroit sur la planète où il n'y avait qu'un seul microbe. Mais ça, ce sera un épisode pour plus tard. Il va donc falloir rester connecté à cette chaîne, en la likant, en s'abonnant et en commentant. Les micro-organismes sont petits. Non, c'est... Oh. Donc leurs habitats sont également petits. Non, c'est... Oh. Pour une bactérie d'une longueur de 3 microns, on va dire qu'une distance de 3 mm, pour nous, c'est l'équivalent de 2 km. Je dis, c'est loin, mais c'est beau, hein. C'est grand, 2 km. Quelque chose qu'on a beaucoup de mal à visualiser, c'est que sur cette distance de 3 mm, des gradients physiques et chimiques peuvent exister, même si on ne dirait pas comme ça. Et ces gradients, ils peuvent affecter le micro-organisme. On peut avoir des variations de l'acidité du milieu, des concentrations chimiques, de l'eau, de l'oxygène, de la température, bref, tout un tas de facteurs qui vont varier dans tous les sens. Dans un écosystème, les nutriments sont souvent présents de manière intermittente. Ils ne sont pas là constamment. C'est pas vraiment la nouba. On est plutôt sur de la carence. Ah, galère. Comme les ressources sont limitées, on a une très forte compétition entre microbes. Maintenant, ça va chier. Alors qu'au laboratoire, les micro-organismes sont le plus souvent sous la forme de cultures pures. Sauf que dans la nature, les cultures pures, ça n'existe pas. Les conditions sont beaucoup moins favorables, elles varient énormément, et les micro-organismes sont en compétition avec d'autres micro-organismes. Au niveau de l'accès aux nutriments, ou au niveau des sources d'énergie. Ne vous inquiétez pas, on va développer ça un peu plus. En plus des effets inhibiteurs des antibiotiques sécrétés par les petits copains à côté, ou de divers toxines, ou de divers prédateurs, et des prédateurs où on a des choses à dire sur les prédateurs microbiens, et tout ça, ça fait que l'environnement n'est pas vraiment friendly avec nos microbes. Alors, on déguste un vieille merde. La croissance des microbes dans la nature dépend des ressources disponibles et des conditions physico-chimiques. Ça va, on a compris. Je le répète, mais c'est important. Et avec la différence en quantité et en qualité de ces ressources. Ces mêmes conditions physico-chimiques définissent une niche écologique pour chaque micro-organisme. Alors parlons de population, de guildes et de communautés. Pas celle-là. Dans la nature, les cellules se divisent pour former des populations. Les populations à métabolisme équivalent sont appelées des guildes, peu comme Donjons et Dragons. On a la guilde des assassins, on a la guilde des forgerons, on a la guilde des voleurs, bref. Et tout ce petit monde va se réunir entre eux et vivre chacun un peu à côté des autres. Les micro-organismes, ils sont pareils. Micro-organismes qui respirent du fer va former la guilde des ferro-réducteurs. Ne respirez pas de fer, c'est déconseillé. L'ensemble de ces guildes, de ces différentes guildes, qui ont différents rôles, vont former des communautés microbiennes. Et ces communautés microbiennes vont évoluer ensemble. Un cycle biogéochimique, c'est une suite d'échanges d'électrons, où une molécule va perdre un électron. On va appeler ça une oxydation. Et donner cet électron,
à une autre molécule qui va donc recevoir un électron. On appelle ça une réduction. Et tout ça va être géré par les micro-organismes. Il y a une suite de recyclage des éléments en faisant intervenir des réactions de réduction et d'oxydation. Par exemple, on va avoir une décomposition de la matière organique, qui va finir en dioxyde de carbone, qui va être transformé en méthane, qui va être oxydé avec les méthanotrophes. On va continuer comme ça, jusqu'à ce que le méthane revienne dans le cycle, le carbone soit utilisé pour de la matière organique, qui se décompose, qui se transforme en dioxyde de carbone, bref, vous avez l'idée. C'est l'histoire de la vie. Grâce aux réactions d'oxydoréduction qu'ils catalysent, les prokaryotes influencent ou initient les grands cycles biogéochimiques. Et ça concerne des éléments tels que le carbone, le soufre, le fer ou l'azote. Au sein des écosystèmes, il va y avoir ce que l'on appelle les producteurs primaires, qui constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire, ou encore jouer le rôle de décomposeur, responsable de la reminéralisation de la matière organique, c'est-à-dire la transformation en dioxyde de carbone. En gros. Et en parlant de potentiel redox, laissez-moi vous présenter la tour à électrons. On parle de tour, de communauté, ça ressemble au Seigneur des Anneaux. Les substances se différencient dans les tendances à donner des électrons, et donc à devenir oxydés, ou à accepter des électrons, et donc à être réduits. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer ça, on est en train de le faire. Cette tendance, c'est le potentiel redox, qu'on appelle E0, qui est une libération d'énergie. Vous pouvez voir que dans cette tour, il y a des couples de molécules qui ont un potentiel E0 différent, avec différentes valeurs entre les couples. Plus l'écart entre E0 entre chaque couple est grand, plus le transfert d'électrons est important, plus il y a d'énergie libérée, et plus la force protomotrice est importante. Et c'est quoi alors la force protomotrice? Parce que je balance ça comme ça entre la poire et le fromage, mais peut-être expliquer. Bien, quand il y a une réaction chimique, il y a un échange d'électrons. Ça va, on a compris. Je le répète, mais c'est important. Cet échange d'électrons va créer un flux, et ce flux va passer à travers des protéines spécifiques, et ça va produire de l'énergie. Et cette énergie va être stockée sous la forme, eh bien, de piles, non, de batteries, non plus, de pétrole, presque, de l'ATP, ou adénosine triphosphate, qui est une molécule qui va stocker l'énergie. Dans un couple d'oxydants et de réducteurs, on va toujours écrire avec l'oxydant qui va accepter l'électron en premier, et le réducteur qui va perdre son électron en second. Oui, parce que le réducteur est oxydé, il va perdre un morceau, il va donc perdre un électron. C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas évident tous ces noms, donc on va le répéter encore une fois. Une molécule qui perd un électron est oxydée, est appelée le réducteur, parce qu'elle va provoquer la réduction de la molécule qui va gagner un électron, qui va donc être réduite, et qui va être appelée l'oxydant, parce qu'elle va provoquer l'oxydation de l'autre molécule. Par exemple, l'oxygène que vous respirez, enfin j'espère, parce que sinon vous êtes une nouvelle forme de vie, et je pense que vous devriez laisser un commentaire, c'est un oxydant très puissant. Il va piquer les électrons très facilement de ses petits copains. Il va oxyder les réducteurs. Oxygène, oxydation. L'oxygène n'est pas le seul dans ce cas-là. Ça, on va en parler un peu plus tard. Ce schéma de la tour à électrons classe les potentiels de réduction des couples oxydants et réducteurs des plus négatifs au sommet au plus positif vers le bas. Alors quand on définit l'énergie de réaction, on la définit souvent comme positive ou négative. Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Eh ben en fait c'est très simple, comme tout. On parle d'énergie positive quand il faut fournir de l'énergie pour accomplir telle ou telle réaction. Dites-vous qu'il faut une molécule plus une autre molécule plus de l'énergie. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en plus des molécules que l'on va faire réagir, eh bien on va devoir apporter de l'énergie. D'où le petit plus. Et à l'inverse, on parle d'énergie négative quand on va libérer de l'énergie grâce à cette réaction. C'est de l'énergie qui va être réutilisée par la cellule, qui va donc être utile pour son métabolisme. Maintenant que vous avez cette tour à électrons et tous ces couples qui émettent tous ces flux entre eux, flux d'électrons et couples redox, et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut un petit peu d'organisation. Les substances à droite sont réduites, et plus ces substances sont hautes dans la tour à électrons, et plus elles vont facilement donner des électrons. On dit qu'elles sont de bons donneurs d'électrons, pas d'organes. Les substances à gauche, elles sont oxydées, et plus ces substances sont basses dans la tour à électrons, et donc aussi à gauche, plus elles vont facilement prendre des électrons. On dit qu'elles sont de bons accepteurs d'électrons. Regardez, on a même l'oxygène ici. Les électrons des donneurs d'électrons du sommet peuvent être acceptés par les accepteurs situés plus bas.
de manière très facile, et donc produire énormément d'énergie lorsqu'ils réagissent. Et tous ces mouvements d'électrons va s'appeler la force protomotrice. Les électrons vont de transporteur en transporteur. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Plus il y a de transporteurs, plus il y a de protons expulsés. Pour le transport, vaut mieux la brouette. Je sais, je me répète, mais c'est important. Grâce à cette force, la cellule va être énergisée, elle va donc devenir riche en énergie. La cellule fonctionne un peu comme une pile. Le but c'est de générer de l'ATP, cette molécule qui va stocker de l'énergie, un peu comme une pile. Un potentiel très négatif va donc produire énormément d'énergie. Plus il y a d'énergie fournie, et donc plus il y a d'énergie apportée à la cellule. C'est un peu la base du métabolisme. On fait réagir des molécules ensemble, Et paf, ça fait des chocs à pic. et ça crée de l'énergie, pas des chocs à pic. Mais ça on le verra pour le prochain épisode. Alors tout ça c'est un peu à la base du métabolisme cellulaire chez les microbes, mais même en général chez tous les organismes. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile de le rappeler ou même d'en parler pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on va en parler beaucoup. Mais alors, beaucoup de ça. Le métabolisme, c'est l'anabolisme et le catabolisme combiné. Ne partez pas, on est en train d'en parler. Le métabolisme consiste à prélever les nutriments dans l'environnement et à les transformer en constituants cellulaires, ou en énergie. On vient de voir ça juste avant. C'est un processus qui consomme de l'énergie. Du coup, il faut que ce soit favorable. Le catabolisme, c'est la dégradation des molécules complexes en molécules simples, et on va donc avoir une libération d'énergie. Mais on a besoin d'autre chose que simplement de l'énergie pour faire une cellule. Et on va commencer par parler des types trophiques, ou aussi appelés types nutritionnels. Les microbes, c'est comme les gens. Ils bouffent un peu de tout. Certains sont végétariens, certains sont véganes, d'autres ne bouffent que leurs petits copains, je juge pas. Bref, on a une diversité de régimes. Les petites bêtes, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, on va parler de comment on classe les micro-organismes en fonction de ce qu'ils mangent, et de la sauce avec laquelle ils le mangent aussi. C'est ce qu'on appelle un type trophique. Et ça va dépendre de leur source de carbone, de leur source d'énergie, et de leur source d'électrons. Et on va voir tout ça ensemble, tranquille, relax. Et en premier, on va parler des sources de carbone. Les autotrophes sont des organismes qui tirent leur carbone de sources minérales. On peut par exemple penser aux plantes ou aux organismes photosynthétiques. Ils vont donc utiliser le dioxyde de carbone, mais on peut aussi penser aux méthanogènes, qui elles aussi le font. Et c'est pas des plantes. On a 3 épisodes sur les méthanogènes. On parle d'hétérotrophes quand la source de carbone est dite organique. Bon, si vous ne consommez pas de carbone minéral, c'est que vous consommez du carbone organique. C'est ça qu'on va appeler les hétérotrophes. Les prédateurs, par exemple, sont des hétérotrophes. Ils tirent leur carbone de source organique, en particulier des bactéries qui viennent de boulotter. Oui, ça vient, les prédateurs. Vous aussi, vous êtes hétérotrophe. Vous mangez pas de cailloux, à ce que je sache. Et n'essayez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler des sources d'énergie. Ça va être très simple. On parle de phototrophes quand la source d'énergie vient de la lumière. On va refaire notre comparaison avec les plantes. Oui, les plantes sont donc des phototrophes. Ce sont des organismes qui tirent leur énergie de la photosynthèse. Brin de lumière et pouf, on est parti. Les cyanobactéries sont également des phototrophes, espèces d'algues marines, truc dégueu. On parle de chimiotrophes, quand la source d'énergie principale vient d'une réaction chimique. Par exemple, via l'oxydation de composés chimiques, organiques ou inorganiques. Ce dont on a parlé dans l'épisode juste avant. Tout est lié, tout est lié. Les réactions chimiques entre molécules différentes vont entraîner un flux d'électrons, qui va entraîner la production d'énergie. Rebelote, les méthanogènes sont des chimiotrophes. Ils ne font pas de photosynthèse. Mais qu'en est-il des donneurs d'électrons? Alors déjà, un petit rappel, au cas où vous n'avez pas vu l'épisode d'avant, ou si vous l'avez un peu oublié. Un donneur d'électrons est dit oxydé, car il perd un électron. Mais on dit aussi qu'il est réducteur, car il va réduire l'accepteur d'électrons. Il va provoquer sa réduction. Un accepteur d'électrons va être appelé un oxydant, car il va oxyder le réducteur. Il va lui voler des électrons. Et j'ai un moyen mémotechnique parfait pour me rappeler de ça, que j'ai utilisé pendant toutes mes études. C'est un peu graphique. La rouille, c'est du fer oxydé. Vous avez tous déjà vu une tôle de fer rouillée. Et le fer ferreux, qui est le fer avec 2 charges positives, il va perdre un électron. Il va devenir plus positif, vu que les électrons sont négatifs. Il va devenir du fer ferrique, Fe3+. Comme le fer 3 a perdu un électron, c'est un peu comme si le fer 2 s'effritait quand le fer est très rouillé. Il va donc perdre un morceau, comme du fer rouillé. Ou comme un lépreux. Être oxydé, c'est donc perdre son électron, c'est donc perdre un morceau, c'est donc soit être rouillé, soit être lépreux. Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. On parle de lithotrophe quand il s'agit d'un donneur inorganique. Avec ces histoires de réduction et d'oxydation, vous vous rappelez que votre électron doit aller d'un point A
à un point B. Bah là, la source d'électrons, elle sera inorganique. Et c'est donc ce qu'on va appeler un lithotrophe. C'est le cas des méthanogènes, qui vivent complètement à base de molécules inorganiques. A l'inverse, on parle d'organotrophe quand il s'agit d'un donneur d'électrons organique. Non. Si. Oh, il n'y a pas vraiment de suspense. Alors, qu'en est-il des accepteurs d'électrons? Eh bien, par accepteur d'électrons, on parle du mode de respiration. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes très probablement un être humain. Vous respirez donc très probablement de l'oxygène, ce qui est fait de vous un organisme aérobie. L'oxygène est l'accepteur d'électrons, donc il est réduit durant les réactions chimiques, il est donc un oxydant, et un très bon. Si vous préférez un autre accepteur d'électrons externe, mais qui n'est pas l'oxygène, vous êtes anaérobique, c'est tout con. Il y a énormément de micro-organismes qui sont anaérobiques, qui vivent sans oxygène. Cependant, si votre accepteur d'électrons est interne, bien vous faites partie de la famille des fermenteurs. La fermentation, c'est bien. Fait du pain, fait du fromage, ça fait de l'alcool. C'est bien. Et vous savez quoi, comme il y a beaucoup de choses à assimiler, on va faire un exemple. On va même en faire plusieurs. Par exemple, les autotrophes photolithotrophes utilisent du dioxyde de carbone comme source de carbone, d'où l'autotrophie, le CO2 est inorganique, de l'énergie lumineuse comme source d'énergie, c'est pour ça qu'ils sont phototrophes, et reçoivent leurs électrons de donneurs inorganiques. Ils sont donc lithotrophes. Par exemple, on a des algues, des bactéries sulfureuses pourpres et vertes, des cyanobactéries, qui rentrent dans cette catégorie. Les autotrophes chimiolithotrophes utilisent le dioxyde de carbone comme source de carbone. Ils sont donc autotrophes, mais ils utilisent l'énergie chimique comme source d'énergie. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont chimiotrophes. Et ils reçoivent leurs électrons de donneurs inorganiques. Ils sont donc lithotrophes. On peut penser aux bactéries qui oxydent le soufre, ou les bactéries nitrifiantes par exemple. Les hétérotrophes photoorganotrophes. Ils utilisent le carbone organique comme source de carbone, d'où l'hétérotrophie, l'énergie lumineuse comme source d'énergie, donc ils sont phototrophes, et reçoivent leurs électrons de donneurs d'électrons organiques. Ils sont donc organotrophes. Par exemple, les bactéries sulfureuses pourpres et vertes rentrent dans cette catégorie. On a aussi le cas des hétérotrophes chimio-organotrophes, qui eux utilisent le carbone organique comme source de carbone, d'où l'hétérotrophie, l'énergie chimique comme source d'énergie, donc ils sont chimiotrophes, et reçoivent leurs électrons de donneurs organiques. Ils sont donc organotrophes. La grande majorité des bactéries sont dans cette catégorie. Les protozoaires aussi, les mycètes, les champignons. Quand on a des espèces bactériennes de grande adaptabilité métabolique, qui sont donc capables de changer de type trophique en fonction des conditions environnementales, on va appeler ça un organisme mixotrophe. C'est un micro-organisme qui s'adapte vachement bien. Les bactéries sulforéductrices peuvent être photoorganotrophes en anaérobie. Photoorganotrophes, mais quand il n'y a pas d'oxygène, anaérobie. Et elles deviennent chimiotrophes lorsqu'il y a de l'oxygène. Ce genre de choses, c'est un vrai avantage pour le micro-organisme. Ça lui permet justement de survivre aux différentes conditions environnementales qui varient énormément dans la nature. Toutes les entités chimiques ne sont pas présentes en quantité égale dans une cellule. Du coup, quand on regarde le poids sec, c'est-à-dire le poids d'une bactérie en excluant l'eau des cellules, on se retrouve avec certaines disparités dans la composition cellulaire. Par exemple, là vous avez un texte qui déroule qui vous montre les différents composants d'une cellule avec le différent pourcentage. Ça reste une moyenne, c'est pas vraiment important de savoir les valeurs exactes, on n'est pas des bêtes, mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée. Pour être très honnête, on s'en fout même un petit peu des chiffres, c'est plus vraiment pour l'ordre d'idée. Cette différence, elle se voit également au niveau plus élémentaire, au niveau de la répartition des macronutriments et des oligo-éléments. Aussi un autre truc qui est en train de se dérouler pendant que je papote. Mais c'est pareil, c'est pour avoir un ordre d'idée. Rappelez-vous par exemple l'épisode sur les radiorésistants où je vous parlais du ratio entre le manganèse et le fer, pour lutter contre les ROS. Et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir après. Vous auriez peut-être dû vous abonner d'ailleurs. Vous l'auriez pas manqué cet épisode. Mais alors, c'est quoi les besoins nutritifs courants d'une bactérie? Parce qu'on a parlé d'énergie, sauf qu'avec seulement de l'énergie, on fait pas grand chose. Il faut donc des éléments, ce qu'on va appeler des nutriments. Et de ça, on a deux classes, les macro-éléments et les oligo-éléments.
Et dans un premier temps, on va parler des macro-éléments, ceux dont on a besoin en grande quantité. Les 6 premiers, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, le soufre et le phosphore sont des constituants des glucides, des lipides, des protéines et des acides nucléiques. Ils contribuent aux briques du vivant, un peu comme des Lego. Ne marchez pas dessus. Les 5 derniers existent à l'état de cation, c'est-à-dire des ions chargés positivement. On a le potassium, qui est nécessaire à l'activité enzymatique, le magnésium, qui va stabiliser les ribosomes, les membranes cellulaires, les acides nucléiques, et il sert également de cofacteur aux enzymes. Il est donc fondamental. Le fer est un élément clé des cytochromes et des protéines fer-soufre. Fer-soufre. Vous l'avez ? Le calcium stabilise les parois cellulaires et l'une de ses fonctions est de contribuer à la thermorésistance des spores bactériennes. Pas essentiel pour tous les micro-organismes, parce que tous les micro-organismes ne font pas de spores. Le sodium est indispensable aux micro-organismes marins. Ça permet de conserver leur équilibre hydrique et de ne pas se déshydrater comme des blaireaux. Mais en général, pour l'ensemble des cellules, c'est quelque chose de très important. Et d'un autre côté, on a les oligo-éléments, ou les micronutriments, qui sont des composés indispensables, mais dont on a besoin que en faible quantité. Ils font partie des enzymes et des cofacteurs. Par exemple, le manganèse est un activateur de très nombreuses enzymes. Il est présent dans certaines superoxydes dismutases. Il permet de combattre les ROS. Le zinc se trouve dans les sites actifs de quelques enzymes. On en trouve par exemple au niveau des ADN et des ARN polymérases, des enzymes qui sont très importantes pour la synthèse d'ADN et d'ARN. Et le cobalt est un élément clé de la vitamine B12, qui est une vitamine fondamentale pour la plupart des micro-organismes vivants. Et le molybdène est requis pour la fixation de l'azote. Et oui, c'est important aussi. De manière générale, les oligo-éléments permettent d'activer les composés créés avec des macro-éléments. C'est comme ça que ça fonctionne. En gros. En même temps, la chaîne s'appelle la microbio en gros, pas la microbio super précis. Il reste toutefois un tout petit détail. Une dernière famille de facteurs, les facteurs de croissance. Ce sont toutes les molécules qui sont indispensables aux micro-organismes, comme les acides aminés, les purines, les pyrimidines et les vitamines. Et là on a 2 cas de figure. Soit vous êtes auxotrophe, vous êtes un organisme muté qui ne peut pas synthétiser ses propres facteurs de croissance, et qui doit donc bénéficier d'apports extérieurs, soit vous êtes un prototrophe. Vous faites tout seul comme un grand, et vous pouvez donc synthétiser les nutriments dont vous avez besoin. Dans un écosystème, les nutriments sont souvent présents de manière intermittente, et les micro-organismes sont confrontés à des enchaînements de festins et famines. Un peu le terme technique pour dire que des fois ça va, et des fois ça va pas du tout. Ah, galère. Certains fabriquent des réserves, comme du glycogène, du polyphosphate ou du soufre élémentaire, pour prévoir le coût, mais les croissances exponentielles dans la nature sont rares, à l'opposé de ce qu'on peut voir en labo. Par exemple, Escherichia coli, qui est un peu le rat de laboratoire du microbiologiste, en labo se divise toutes les 20 minutes. Mais dans nos boyaux, son environnement naturel, elle a besoin de 12 heures. Donc imaginez pour les milieux les plus extrêmes. La raison de cette grosse différence, c'est qu'en labo, on essaye d'optimiser nos croissances, alors que dans la nature, c'est un poil plus tendu que ça. Escherichia coli, par exemple, elle n'a besoin que de 20 minutes en labo pour doubler, ce qu'on la met dans des conditions optimales. Alors qu'à l'état naturel, dans nos intestins, elle a besoin de 12 heures. Sacrée différence, alors que c'est son environnement naturel. Les macronutriments sont donc responsables des briques du vivant, tandis que les oligo-éléments, eux, sont responsables de l'activation de ces briques. Elles nous permettent donc aux enzymes de fonctionner ou de détoxifier lors de certains stress. Et enfin, on a les facteurs de croissance. La poste fait au mieux, monsieur. Qui sont des molécules sans lesquelles les micro-organismes ne pourraient pas pousser. Vous avez donc des macro-éléments pour faire les briques, les oligo-éléments pour activer ces briques, et les facteurs de croissance pour faire un peu fonctionner tout ça. On a vu les bases des besoins pour les micro-organismes, les différents régimes, et leur façon de tirer leur énergie et de respirer. Mais comment ils absorbent tout ça, les microbes? On va en parler aujourd'hui, dans le dernier épisode sur les bases, ça tombe bien. En parlant de nutriments, parlons d'absorption des nutriments. Parce que pour choper des nutriments, il faut les avaler. C'est comme vous avant de digérer. Il faut l'avaler votre choucroute. Pour ça, on doit compter sur une des propriétés de la membrane cytoplasmique. C'est une membrane semi-perméable, c'est-à-dire que seule l'eau peut librement diffuser à travers la membrane. Toute autre molécule nécessite un transporteur. Non, pas celui-là. Pour fonctionner, les mécanismes d'absorption, ils doivent remplir plusieurs critères. Déjà, ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire que seules les molécules nécessaires sont absorbées. Parce que si vous bouffez tout et n'importe quoi, c'est un coup à choper un virus, quand vous êtes une bactérie. Le mécanisme doit également être sensible, parce que l'environnement naturel est un milieu pauvre en nutriments. Donc un transport contre le gradient est nécessaire. Si on ne contrôle pas ces flux, on se vide de tout. Ça ne vaut pas que pour les bactéries. Et pour ça, il y a tout un attirail de mécanismes. Chez les bactéries, chez vous aussi, mais on parle de bactéries. Et dans un premier temps, on va parler d'un mécanisme qui s'appelle la diffusion facilitée.
C'est un processus de diffusion médié par des perméases, des protéines de transport intégrées dans la membrane cytoplasmique. Il peut être spécifique d'une molécule ou d'une famille de molécules. Et ce mécanisme, il se décompose en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y a fixation de la molécule sur la perméase. Puis la perméase va changer de conformation, c'est-à-dire de structure si vous préférez, pour faire traverser la molécule à travers la membrane cytoplasmique. Il faut bien la faire rentrer, la molécule. Ils vont ensuite avoir libération de la molécule dans le cytoplasme. Puis la perméase va retrouver sa conformation initiale. Perméase, perméabilité, perméable, nom d'enzyme, relativement simple. Dans ce mécanisme, il n'y a pas d'énergie mise en cause. Les molécules ne peuvent entrer que si le gradient le permet, ça veut dire du plus concentré à l'extérieur vers le moins concentré à l'intérieur. Il s'agit plus d'une diffusion que d'un transport. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Ce mécanisme de diffusion facilité est peu important chez les micro-organismes, car la concentration en nutriments dans l'environnement est souvent très faible, plus faible qu'à l'intérieur de la cellule. Maintenant, parlons de transport actif. C'est le transport de soluté contre un gradient de concentration, grâce à l'énergie sous forme d'ATP. Ces transports actifs, ils vont avoir besoin d'énergie. Cette énergie, la cellule va le trouver sous forme d'ATP. ATP qui va être généré grâce à la force protomotrice, dont on a parlé juste avant. Tout est lié. On a deux principaux types de transports actifs. Les transporteurs A, B et C, transporteurs de type ATP binding cassette, et le transporteur associé au proton. Dans un premier temps, on va parler des transporteurs ABC. Ils sont composés de trois domaines. Un domaine extérieur où va se fixer la molécule d'intérêt, un domaine transmembranaire qui va former un canal dans la membrane, un gros tube, et un domaine interne qui fixe l'ATP. Il utilise l'hydrogène de l'ATP comme source d'énergie pour ce transport. Il libère un groupement phosphate et de l'ADP, de l'ATP qui a perdu un phosphate. Ce type de transport est très répandu dans le monde du vivant. C'est donc un type de transport actif. Il utilise de l'énergie. On va parler des transporteurs associés au proton. Transporter 3. Ce sont des transporteurs qui utilisent l'énergie générée par une différence de charge électrique de part et d'autre de la membrane. On retrouve ce fonctionnement dans la chaîne respiratoire, où l'expulsion de protons, H+, chargé positivement, à l'extérieur de la cellule va entraîner une différence de concentration en protons. Cette différence de concentration en protons, de part et d'autre de la membrane, va générer une force. C'est ce qu'on appelle la force protomotrice. Le transporteur va utiliser cette énergie pour faire entrer le soluté dans la cellule. Pour le transport, vaut mieux la brouette. On a trois types de transporteurs associés à la force protomotrice. Les unipores, où il n'y aura qu'une seule entité chimique importée, comme les transporteurs de potassium. Les antipores, où il y a un transporteur de deux composés chimiques dans des sens opposés, par exemple l'entrée de protons et la sortie de sodium, et les sympores, dans lesquels deux molécules vont justement entrer ou sortir dans le même sens. Par exemple l'entrée de lactose et de protons chez Escherichia coli. Bien que ce soit un système de transport très répandu chez les prokaryotes, la translocation de groupe nécessite une quantité d'énergie assez importante. C'est donc pas la plus optimisée, parce que vous devez dépenser beaucoup d'énergie pour faire entrer quelque chose, pour faire de l'énergie. C'est le mécanisme de transport utilisé chez les prokaryotes, avec lequel le soluté va être chimiquement modifié durant son transport. Et vous allez voir, ça va jouer un grand rôle là-dedans. Cette translocation est un des modèles de transport cellulaire qui complète le transport actif et le transport passif. Cette modification, elle a deux avantages. D'un, en modifiant la molécule, elle va devenir une autre molécule, ça reste logique, mais justement, on va donc avoir un gradient de la substance non modifiée, ce qui va faciliter son entrée dans la cellule, par un gradient naturel de concentration, tout en continuant d'en apporter. De plus, la modification va faire que la dite molécule va être trop grosse pour partir dans l'autre sens. Un exemple du système de translocation de groupe est le système PEP, que les bactéries utilisent pour incorporer du sucre, et dans lequel le sucre reçoit un groupe phosphate pour former un sucre phosphorylé, c'est-à-dire un sucre avec un phosphate attaché dessus. Par ce mécanisme, les cellules bactériennes vont incorporer par exemple du glucose, du mannose ou du fructose. Il y a d'autres exemples dans la nature, mais si on continue de détailler, la vidéo va durer 3 heures, et 3 heures c'est un peu long. Et j'ai pas envie. Ce type de transport va altérer les propriétés chimiques d'une molécule au cours de son passage à travers la membrane plasmique. En même temps, en chimie, quand on rajoute quelque chose sur une molécule qui existe, il y a de fortes chances que ça modifie ses caractéristiques physico-chimiques. Les bactéries possèdent souvent plusieurs systèmes de transport pour chaque nutriment. Par exemple, Escherichia coli, elle a 5 transports pour le galactose, 3 pour la leucine et 3 pour le potassium. Bref, vous voyez l'idée.
c'est adaptable, ces petites bêtes. Ça c'est intéressant, parce que quand on a plusieurs types de transports qui existent, ils diffèrent par leur source d'énergie, leur affinité pour leur soluté, et leur mode de régulation. Ça va conférer un avantage, une certaine plasticité pour le micro-organisme quand il y a des modifications environnementales. Parce que l'environnement, il est pas tendre. Non. Merci d'avoir regardé cet épisode, qui était peut-être un poil plus technique, mais j'espère que ça a quand même été agréable à regarder, et j'espère que ça a su rester intéressant. Merci de me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner, bref, à vous plier au grand rituel de YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos et plus de microbes.